La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si votre GPS vous fait changer d'itinéraire pendant que vous conduisez, ignorez-le. Je ne rends pas souvent visite à mes parents. J'essaie d'éviter d'y aller parce que je ne supporte pas vraiment les questions incessantes sur ma vie personnelle. Mais ce sont ma famille, et je fais de mon mieux pour ne pas les exclure complètement de ma vie. Alors, une fois tous les quelques mois, je fais l'effort de leur rendre visite. Ils vivent à seulement 1 heure de route, et le plus souvent, j'y vais avec ma petite amie, parce qu'elle adore passer du temps avec ma mère, ce qui, je le sais, choque beaucoup de gens. Le week-end dernier cependant, ma petite amie était très prise par son travail, et j'avais déjà promis à ma mère que je passerais bientôt. J'ai un Doberman nommé Luna, et je ne voulais pas la laisser seule à la maison. Je l'ai donc installée dans la voiture pour le trajet. Je me suis dit qu'elle me tiendrait compagnie pendant l'heure de route, et que je pourrais l'emmener se promener au parc une fois arrivé. J'ai commencé le trajet, et à mi-chemin, j'ai aperçu un barrage routier devant moi. J'ai pris mon téléphone et activé le GPS qui m'a immédiatement proposé un autre itinéraire, quittant l'autoroute pour emprunter une route décrivant un arc autour du barrage avant de rejoindre la route initiale. Le GPS indiquait que le trajet serait rallongé d'environ 20 minutes. N'ayant pas vraiment le choix, j'ai suivi les instructions et quitté l'autoroute pour m'engager sur une vieille route mal entretenue. Il était environ 14 heures. Donc la visibilité restait correcte. Mais le temps commençait à se dégrader. Entre la pluie et l'état de la route, j'ai dû ralentir considérablement. La route longeait des rangées de cultures, jusqu'à ce qu'elle disparaisse et que je distingue au loin des bâtiments industriels appartenant à une ville. J'ai vérifié le GPS et constaté que j'étais toujours sur le bon itinéraire. Même si rien n'indiquait que je devais traverser une ville. J'ai haussé les épaules et continué à rouler. C'est à ce moment-là que Luna, ma chienne, s'est mise à aboyer furieusement vers l'avant. J'ai regardé le pare-brise pour vérifier s'il n'y avait pas d'insectes collés, mais il n'y avait rien. J'ai plissé les yeux en direction de la ville. Rien ne semblait suspect, alors j'ai caressé ma chienne pour essayer de la calmer. Mais elle continue à tourner en rond dans la voiture, visiblement agitée par quelque chose. Pensant que son comportement était dû au mauvais temps, j'ai poursuivi ma route et je suis entré dans la ville. Après seulement quelques rues, j'ai aperçu un autre barrage au milieu de la chaussée. En consultant le GPS, j'ai réalisé qu'il ne le prenait pas en compte et continuait de m'indiquer d'aller tout droit. J'ai tourné à gauche pour essayer une rue adjacente, mais elle était bloquée elle aussi. J'ai continué à rouler, cherchant une sortie, mais toutes les rues allant dans cette direction étaient barricadées. J'ai vérifié le GPS une nouvelle fois, sans succès. À ce moment-là, je me trouvais devant un cabinet dentaire. Je me suis dit que j'allais entrer pour demander mon chemin. Luna s'est remise à aboyer, mais je lui ai demandé de se calmer et je l'ai laissée dans la voiture. À l'intérieur du cabinet, il y avait 2 personnes, la réceptionniste et un agent d'entretien. « Bonjour, désolé de vous déranger, je suis un peu perdu », ai-je dit en m'approchant de l'accueil. La femme m'a complètement ignoré, continuant à taper sur son clavier. J'ai attendu quelques secondes, pensant qu'elle était occupée, et après une dizaine de secondes, j'ai répété « Excusez-moi, j'aurais une question ». Elle a continué à taper sur son clavier sans même lever les yeux. Je me suis alors tourné vers l'agent d'entretien, agenouillé près d'une chaise qu'il réparait.
Monsieur, vous sauriez comment sortir de cette ville? Toutes les routes sont bloquées. » Comme la réceptionniste, il n'a même pas regardé dans ma direction. « Monsieur, vous m'entendez ?» ai-je dit un peu plus fort. Aucune réaction. Pensant que les gens de cette ville étaient incroyablement impolis, j'ai décidé d'utiliser leurs toilettes avant d'aller demander ailleurs. En sortant des toilettes, je suis revenu à l'accueil et j'ai sorti mes clés de voiture de ma poche. Une pièce de monnaie est tombée avec elle et a frappé le sol dans un bruit métallique. Instantanément, la réceptionniste et l'agent d'entretien ont tourné la tête vers moi. Ils avaient cessé toute activité et me fixaient sans cligner des yeux. Je me suis figé, puis en même temps, ils se sont levés. Sans détourner le regard, ils ont commencé à avancer vers moi d'un pas régulier, l'agent d'entretien contournant la chaise et la réceptionniste le bureau. Ils ne trébuchaient pas, ne heurtaient rien malgré le désordre de la pièce. C'était comme s'ils savaient exactement où poser les pieds tout en me fixant. Pris de panique, j'ai couru vers l'escalier juste à côté de moi. J'ai claqué la porte et j'ai traversé le couloir, ouvrant la première porte venue pour entrer dans une salle de soins. À peine avais-je franchi le seuil que le dentiste et son patient, la bouche remplie de coton, ont tourné la tête vers moi d'un seul coup. Le dentiste s'est redressé, le patient s'est levé, et tous deux ont commencé à avancer vers moi sans cligner des yeux. J'ai hurlé et je me suis enfui dehors. J'ai vu la réceptionniste et l'agent d'entretien, qui ne marchaient plus lentement, mais couraient désormais vers moi, le visage déformé par la colère. J'ai poussé l'agent d'entretien, qui est tombé contre la réceptionniste. J'en ai profité pour dévaler les escaliers et sortir dans la rue. La pluie tombait à verse. J'ai aperçu d'autres personnes au loin, courant vers moi avec les mêmes regards fixes. Ce qui me terrifiait le plus, c'était leur expression. Les lèvres serrées, les yeux pleins de haine, mais aucun son, aucun mot. J'ai entendu les aboiements étouffés de Luna depuis ma voiture. J'ai couru, cherchant mes clés avec des mains tremblantes. Je les ai mises dans le contact et j'ai démarré. Le moteur a rugi et j'ai accéléré à fond, frôlant le bras d'un vieil homme. J'ai repris la route par laquelle j'étais arrivé et quitté cette ville maudite, regardant sans cesse dans le rétroviseur la foule qui me poursuivait. Puis, un bruit sourd a retenti. La vitre arrière a explosé. Luna a aboyé de plus en plus fort. En regardant dans le rétroviseur, j'ai vu un policier pointer son arme vers ma voiture. D'autres coups de feu ont suivi. Je me suis baissé, protégeant Luna. Les tirs ont continué quelques secondes, puis se sont arrêtés. J'ai roulé ainsi, recroquevillé, pendant 1 minute environ, avant de vérifier que Luna n'était pas blessée. Elle allait bien. J'ai regardé une dernière fois dans le rétroviseur. La ville était loin, mais j'ai vu les habitants, probablement des centaines, immobiles dans la rue, me fixant. J'ai éteint le GPS et je suis rentré directement chez moi. Je me suis excusé auprès de mes parents, leur parlant de problèmes de voiture et leur promettant de revenir un jour. Sur le trajet du retour, les gens me regardaient bizarrement à cause de ma voiture criblée d'impacts. Un policier m'a arrêté. Il n'a pas vraiment cru en mon histoire, mais m'a laissé repartir après un contrôle approfondi. Je ne suis plus jamais sorti de la ville depuis. Et désormais, si mon GPS me fait passer par une route inconnue, je l'ignorerai et je ferai demi-tour immédiatement. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dormir dans une maison abandonnée n'est pas vraiment recommandé. Cette histoire m'a été racontée par mon père, qui avait environ 18 ans au moment des faits. C'était l'été, et il était parti rendre visite à des proches dans une ville appelée Sialkot. Sa famille maternelle vivait là-bas, dans quelques maisons regroupées en petits hameaux.
Plusieurs de ses cousins et l'un de ses oncles, l'oncle Arshad, qui avait environ 25 ans, l'avaient rejoint. Pendant leur séjour, ils ont entendu quelques histoires sur une maison appartenant à leur famille. Elle était située 2 maisons plus loin dans la rue et était inoccupée à l'époque. Sa seule utilité était que la cour, ouverte sur le ciel, servait en quelque sorte de salle de sport aux culturistes locaux pendant la journée. L'une des histoires qu'on leur raconta concernait un culturiste local nommé Mana. Un jour, Mana s'entraînait seul à soulever des poids. Et après s'être levé pour s'étirer après avoir soulevé quelque chose de particulièrement lourd, il reçut une tape dans le dos et entendit « bravo ». Seulement, il savait qu'il n'y avait personne d'autre autour de lui. Après ça, il cessa de s'entraîner seul. Mon père et son oncle étaient très excités après avoir entendu tout ça, et étant jeunes et imprudents, ils ont décidé d'y passer la nuit. On les a mis en garde contre cette idée, quelques anciens, dont leur grand-père maternel, les traitant d'imbéciles pour s'être mêlés de choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais leur décision était prise. Finalement, ils ont décidé d'entrer dans la maison après la tombée de la nuit, un peu avant minuit, d'y dormir et de partir juste après le lever du jour. Comme la maison n'était pas utilisée, ils ont décidé de dormir sur le toit, sur des charpets, des lits traditionnels tissés du sous-continent indien. Ils ont également demandé aux gardiens de verrouiller la porte principale après leur entrée, afin que personne d'autre ne puisse entrer après eux, et de venir ouvrir la porte immédiatement après le lever du jour. Apparemment, le gardien a ri en entendant ça et leur a dit qu'il garderait la clé à portée de main, car il l'appellerait bien avant cela. La nuit suivante, avant qu'ils ne se rendent à la maison, l'un de leurs aînés leur a dit d'essayer quelque chose. Il leur a dit d'installer un billard dans la cour, de le laisser là, sans y toucher, et de vérifier plus tard. Ils l'ont installé dans la maison comme demandé, puis ont transporté leur charpet sur le toit. Il était difficile de faire tout ça dans l'obscurité, car la maison n'était pas alimentée en électricité. Leur seule source de lumière était une lampe à huile, dont la lumière était faible et jaune. Mais ils étaient tout de même heureux de ne pas avoir vu de fantôme. Ils passèrent la première heure à jouer aux cartes, et rien ne semblait se passer. Beaucoup plus détendus dans la maison, ils commencèrent à se demander de quoi tout le monde parlait. Puis, au cours d'une partie, ils entendirent le bruit caractéristique de la pompe à main dans la cour, et le bruit de l'eau qui coulait. Ils se trouvaient au 4e étage, sur le toit, mais ce bruit les fit frissonner. Ils ont essayé de l'ignorer autant que possible, mais la pompe à main continuait à pomper de l'eau toute seule. Beaucoup plus calmes maintenant, ils ont essayé de continuer à jouer aux cartes, mais vers 1h du matin, ils ont abandonné et décidé d'aller dormir. Mon père dormait sur l'un des charpets, au bord, et dormait contre une souche jusqu'à ce que quelqu'un le secoue pour le réveiller. Il s'est levé et a vu le visage effrayé d'un de ses cousins. Celui-ci a montré l'oncle Arshad qui dormait en caleçon à l'autre bout. C'est alors qu'il a remarqué qu'il semblait se tordre de douleur, se tenant la gorge. Ils ont essayé de le secouer pour le réveiller, mais il a fallu 1 minute entière, remplie de la peur de ce qui se passait, pour le réveiller. Oncle Arshad s'est réveillé en respirant bruyamment et en serrant toujours sa gorge. Il les a regardés et a dit « On doit quitter cet endroit maintenant !»« Mais il est déjà 3 heures du matin !» a dit l'un des autres cousins. « On n'a plus qu'à attendre 1 heure ou 2 et puis... » Mais l'oncle Arshad a insisté. « Je veux quitter cet endroit immédiatement et je suis prêt à sauter du toit pour y parvenir si nécessaire. » Ils furent encore plus effrayés après ça. Ils décidèrent de partir, mais se souvinrent que l'entrée de la maison était toujours verrouillée. Ils se mirent donc à crier pour attirer l'attention du gardien. Mais ils attirèrent rapidement l'attention du grand-père de mon père, qui dormait sur le toit de sa maison, anticipant une telle situation. Après quelques jurons bien sentis, il a envoyé chercher le gardien et leur a dit qu'il les attendrait en bas. Il devait toutefois encore descendre les escaliers. 4 étages, dans l'obscurité totale, avec pour seule lumière la faible lueur de la lanterne pour les guider.
Ils ont descendu lentement, en se disputant pour savoir qui descendrait en premier et qui serait à l'arrière. Ils gardaient tous les yeux presque fermés et essayaient de ne pas regarder autour d'eux, car ils imaginaient sans cesse des choses dans l'obscurité, qui les observaient, ou peut-être qui emmèneraient l'un d'entre eux. Et l'oncle Arshad se tenait toujours la gorge. L'image de lui se tordant de douleur était encore fraîche dans leur esprit. Lorsqu'ils arrivèrent enfin dans la cour, ils passèrent devant le billard et remarquèrent que toutes les boules étaient désormais dans les poches. Quand ils arrivèrent enfin à la porte, le gardien les attendait, un large sourire aux lèvres. « Alors les jeunes, vous avez réussi à faire ce que vous vouliez faire ? Votre sang chaud s'est-il déjà refroidi ?» leur dit-il en riant. Une fois sortis de la maison, ils demandèrent à oncle Arshad ce qui s'était passé. Mais il refusa de leur dire quoi que ce soit tant qu'ils ne seraient pas sortis de l'obscurité. Ils l'emmenèrent donc sous un lampadaire et s'assirent à côté de lui jusqu'à ce qu'il se calme et cesse de trembler de peur. Il leur raconta alors son histoire. Alors que je m'endormais, j'ai rêvé que j'étais dans la maison. Je suis descendu dans la cour et dans mon rêve, j'ai commencé à pisser là. À ce moment-là, un vieil homme à la longue barbe et aux yeux terrifiants est venu et m'a attrapé par la gorge. Il a crié « Comment oses-tu souiller cet endroit sacré ?» et m'a soulevé dans les airs d'une seule main. J'étais impuissant, je donnais des coups de pied et je haletais pour respirer quand vous m'avez tous réveillé. Après leur avoir raconté son histoire, il a finalement retiré ses mains de sa gorge. Même à la lueur de la lampe, il pouvait clairement voir la marque bleue sanglante d'une main sur son cou. L'histoire que mon père me racontait est celle qui a emmené mon imagination dans des endroits où je ne voulais pas aller. J'aurais pu croire mon père sur parole, mais afin de garantir la véracité de son récit, j'ai essayé de confirmer les détails auprès de 2 personnes différentes. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que non seulement cet incident et la présence fantomatique dans le bâtiment en question étaient réels, mais qu'il y avait aujourd'hui des personnes vivant dans cette maison qui étaient régulièrement confrontées à ce genre de phénomène. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai rencontré mon auteur d'horreur préféré et je l'ai regretté. J'écrivais depuis quelques mois pour un petit site web consacré à l'horreur. Rien d'extraordinaire, mais il générait suffisamment de trafic pour avoir un nombre d'adeptes respectable. Et les revenus publicitaires permettaient de maintenir le site à flot. Mon patron m'a demandé d'écrire un article sur la littérature contemporaine. J'ai donc décidé d'interviewer mon auteur préféré au sujet de son prochain livre. Je ne dirai pas son nom. Vous le connaissez certainement. Il est un peu connu et discret, mais ses nouvelles lui ont valu un public culte. Ses fans les plus fervents sont un peu extrêmes et ils le suivent partout. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que mon auteur préféré n'aimait pas les interviews. S'il en accordait, c'était uniquement par téléphone. Il existait quelques photos de lui en ligne, mais aucune datant des 10 dernières années. Je savais qu'il serait impossible de le joindre, alors j'ai demandé à un ami travaillant dans l'édition de faire quelques recherches. Il s'avère que mon auteur préféré fréquentait un café dans sa petite ville de la côte Est. Si je pouvais m'y rendre tôt le matin et le supplier de m'accorder une interview, il accepterait peut-être. Il m'a fallu environ 12 heures de route pour atteindre la ville. J'ai loué une petite chambre d'hôte près du café. Je me suis couché tôt et je me suis réveillé à 6 heures du matin, puis j'ai attendu l'arrivée de l'auteur à une table dans un coin du café. Il était environ 8 heures quand je l'ai vu rentrer en traînant les pieds. Il portait une longue barbe, un sweat à capuche gris et un jean déchiré. Un homme et une femme vêtus de manière excentrique le suivaient. J'ai pensé que ces 2 personnes étaient ses fans, car ils avaient les mêmes cheveux longs et les mêmes vêtements sombres. L'homme avait une barbe hirsute et des piercings aux lèvres. La femme arborait du rouge à lèvres foncé et de l'eyeliner.
Je voulais m'approcher de l'auteur et lui demander une interview, mais je savais que ses compagnons ne me laisseraient pas m'approcher. Ses fans étaient connus pour leur dévouement farouche. S'ils estimaient qu'une interaction pouvait nuire à son écriture, ils bondissaient. J'ai attendu que l'auteur ait commandé sa boisson et se soit assis à une table au fond. Lorsque ses fans ont atteint le comptoir pour commander leur propre boisson, je me suis lancé. « Excusez-moi !» Le visage fatigué de l'auteur a croisé le mien. « Je m'appelle Avery, j'écris pour un magazine d'horreur en ligne. J'aimerais vous interviewer au sujet de votre prochain livre. » L'auteur se mordit la lèvre et se tourna vers l'homme et la femme au comptoir. Heureusement, ils nous tournaient le dos. « Je comprends que vous soyez extrêmement occupé, mais si vous pouviez... » Avant que je puisse ajouter un mot, il m'attrapa le bras. « Retrouvez-moi en bas de la rue à 19h ce soir. Partez, maintenant, avant qu'il ne vous voie. » Il me lâcha et j'eus du mal à comprendre ses paroles. La peur dans ses yeux me poussa à obéir à sa demande. Je reculai et retournai à ma place. Le timing était parfait. Les deux fans s'emparèrent de leur boisson et s'assirent de part et d'autre de l'auteur, l'encerclant. Ils n'avaient pas du tout remarqué ma présence. Il était 18h59 lorsque j'ai garé ma voiture sur la route déserte et que je me suis mis à attendre. Il faisait nuit et la plupart des magasins, y compris le café, étaient fermés. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone et j'ai attendu dans un silence inconfortable. L'avais-je bien entendu ? M'avait-il vraiment donné rendez-vous ici, à cette heure-ci, ou avais-je tout halluciné ? Alors que je commençais à perdre espoir, quelqu'un a tapoté légèrement à ma vitre. J'ai tourné la tête, surpris, et j'ai vu un visage familier qui me regardait. « Je peux entrer ?» L'auteur et moi avons parcouru plusieurs rues jusqu'à atteindre une impasse, entourée par la forêt. C'est parfait. Je mis le frein à main et écoutai le ronronnement du moteur au ralenti. Je n'arrivais pas à croire que cet écrivain légendaire était assis à côté de moi. Il semblait stressé et anxieux. Il regardait sans cesse par-dessus son épaule et dans le rétroviseur. Il était hystérique, comme si quelqu'un le suivait. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Rappelez-moi votre nom ?»« Avery. »« C'est un bon nom. Écoute-moi, Avery. Tout ce que tu sais de moi est un mensonge. Mes lecteurs pensent que je suis un maître de l'horreur. Mais la vérité, c'est que je n'écris aucune de mes nouvelles. » Je fronçai les sourcils perplexes. « La vérité, c'est que je... » Il déglutit. « Je tire mes mots de deux. » Il m'indiqua la vitre côté conducteur et je regardai dehors. Instantanément, mes yeux furent assaillis par des formes étranges et démoniaques. Certaines étaient voûtées et ornées des volants ressemblant à ceux d'un lézard. D'autres avaient des longs bras grêles et des mains palmées qui faisaient des bruits de succion lorsqu'elles bougeaient. D'autres encore étaient si exotiques et bizarres qu'il était impossible de les décrire. J'ai conclu un pacte il y a des années. L'auteur baissa les yeux honteux. Ils m'ont donné des idées terrifiantes. Chaque fois que je m'assois pour écrire, les mots coulent sans effort. Mais ces histoires ne sont pas les miennes. Une créature aux ailes ratatinées se posa sur une branche tordue à côté de la voiture. Elle poussa un cri strident et vomit un jet de bile verte. Au fil des ans, j'ai essayé de me libérer. J'ai essayé de trouver quelqu'un pour m'aider. Mais toutes mes tentatives d'évasion m'ont causé ma douleur. Beaucoup de douleur. Mais toutes mes tentatives d'évasion m'ont causé de la douleur. L'auteur releva la manche de sa veste pour révéler des dizaines de cicatrices horribles. Les cicatrices ressemblaient à d'anciens hiéroglyphes, gravés dans son bras comme de l'art. Je paie mes fans les plus dévoués pour qu'ils restent à mes côtés, pour s'assurer que rien de grave ne se passe. Serais-tu prêt à m'aider ? Je jetai un coup d'œil aux formes étranges. Un brouillard s'était légèrement installé, cachant la rue et les arbres voisins. C'était comme si nous étions perdus aux confins de la terre,
près du précipice de l'enfer. Si tu peux m'aider, Avery, je t'en serai très reconnaissant. J'ai raccompagné l'auteur au café, mais avant de partir, il m'a accordé une interview incroyable. Elle était pleine de détails sombres et tordus. C'était exactement le contenu dont j'avais besoin pour mon site web. J'ai soumis l'article à mon patron, bien évidemment. Il m'a donné une excellente critique et m'a annoncé qu'il serait publié la semaine prochaine. Mais tout cela n'a pas d'importance, car après avoir accepté d'aider mon auteur préféré, il m'a remis un objet usé en forme de crâne et m'a dit « Emportez-le chez vous et cachez-le dans un endroit sûr. Ne le montrez à personne. » Ouais, c'est ce que j'ai fait. Le seul problème, c'est que je commence à penser que c'est cet objet qui attire ces bêtes abominables. Maintenant, partout où je regarde, je vois des formes grotesques me suivre. Sur le chemin du retour du travail, à l'épicerie, à l'université. Et chaque fois que je les vois, elles se rapprochent un peu plus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ils ont retrouvé les élèves, mais pas avec les bonnes têtes. Il existe une école quelque part dans le Midwest. C'est un internat, autrefois connu pour accueillir des jeunes en grande difficulté, dans le but de les réhabiliter et de les réintégrer ensuite dans la société. En raison du profil instable de la majorité des élèves, l'école est située au milieu de 40 000 hectares de désert, totalement isolé. Le campus principal, au cœur de cette étendue désertique, ne possède que 2 accès. Le premier est un pont sécurisé, protégé par un portail permettant de traverser un oued constamment inondé, où l'eau blanche et violente menace de noyer quiconque tenterait de le franchir à la nage. Le second est un sentier caché, connu uniquement du personnel, praticable seulement en véhicule à 4 roues motrices. L'école emploie un ancien chirurgien urgentiste à la retraite comme infirmier. Il vit sur place avec sa femme et son fils unique. Comme beaucoup d'élèves de l'établissement, cet enfant est profondément perturbé. Personne ne sait vraiment ce qui se passe dans sa tête, et ses manières ont une étrange capacité à mettre mal à l'aise tous ceux qui s'approchent de lui. Il parle très peu, se contente de rester assis à observer, comme s'il préparait quelque chose. Personne ne fait l'effort d'aller lui parler. En dehors de son évidente inadaptation sociale, il semble pourtant normal. Pendant son temps libre, il se réfugie dans le bureau de son père, où le chirurgien apprend à son fils les techniques de suture en s'exerçant sur des animaux morts trouvés dans le désert autour de l'école. Rapidement, l'enfant maîtrise parfaitement cet art et passe ensuite à l'étude de l'anatomie. Il excelle également dans les autres matières enseignées par l'école. Après la première année de travail du chirurgien, de petits animaux commencent à disparaître sur le campus. Au début, personne n'y prête attention. Lézards, serpents, écureuils et rongeurs pullulent dans la région. Et lorsque les animaux de compagnie commencent à disparaître, les plaintes s'accumulent. Un chat ici, un petit chien là. Naturellement, plusieurs élèves sont suspectés, certains ayant déjà été accusés de violence envers des personnes ou des animaux. Après environ 1 mois, les disparitions cessent et tout le monde passe à autre chose. Le coupable est supposé avoir été un coyote ou un puma. Cette théorie est rapidement démentie lorsque les corps réapparaissent. Ils sont retrouvés dans les jardins ou déposés devant les portes de leurs anciens propriétaires. Les corps sont là, mais pas les bonnes têtes. La tête du chat est cousue sur le corps du chien, celle d'un écureuil sur le corps d'un chat. Il n'y a d'ailleurs aucun signe de décapitation grossière. À l'examen, on découvre que les têtes ont été parfaitement recousues avec des sutures de qualité chirurgicale. Veines, tendons et ligaments sont reconnectés de façon impeccable. Une seule personne sur le campus possède un tel niveau de compétence,
Vous l'avez deviné, le chirurgien. Il est immédiatement écarté de ses fonctions et convoqué par l'administration. Aucune preuve formelle ne permet de l'impliquer en dehors de son passé médical. Malgré ça, pour rassurer élèves et personnel, il est prié de quitter l'école. Son fils, en revanche, est autorisé à rester pour poursuivre sa scolarité en raison de ses difficultés sociales. Et voyez-vous, les disparitions cessent. Le fils du chirurgien semble même s'ouvrir légèrement aux autres. On apprend qu'il s'appelle Larry. Pourtant, quelque chose cloche toujours chez lui. Beaucoup mettent ça sur le compte de la réputation désormais sinistre de son père. Arrive la 2e année. Et avec elle, le camping annuel des terminales. Très attendu, car c'est la seule période où les élèves échappent à une surveillance constante. La promotion est réduite, 10 élèves seulement, Larry compris. Le campement se situe près d'un bras secondaire de l'Oued, presque toujours asséché, à environ 1 km du campus. Des sentiers l'entourent et mènent à de nombreux tunnels, surplombant le lit de la rivière. La première nuit se déroule sans incident. Des histoires de fantômes sont racontées autour d'un feu de camp avant que chacun ne rejoigne sa tente. Larry est le seul à rester près du feu toute la nuit, s'étant porté volontaire pour surveiller les braises afin d'éviter tout incendie. Une pelle, un seau d'eau et un sac de matériel de camping sont posés à côté de lui. Le lendemain, les élèves explorent les grottes toute la journée. La seconde nuit débute de la même façon. Une élève, Jessica, décide de partir se promener au clair de lune. Son petit ami, Tyler, l'accompagne. Les autres élèves rejoignent leur tente, laissant à nouveau Larry seul près du feu. Un sifflement violent retentit lorsque de l'eau est versée sur le feu, réveillant tout le monde. Les élèves sortent précipitamment de leur tente. À la lumière de la lune, ils réalisent que Larry a disparu, tout comme la pelle. Tyler et Jessica ne sont jamais revenus de leur promenade. Pris de panique, les élèves se séparent pour les chercher. Dans l'un des tunnels, un groupe pénètre dans une vaste grotte. Quelque chose pend du plafond. En s'approchant, l'horreur devient évidente. Ce sont Tyler et Jessica. Mais leurs corps sont atrocement modifiés. La tête de Tyler est cousue sur le corps de Jessica et inversement. Les coups sont mutilés, lacérés, comme si plusieurs coups, comme avec une pelle, avaient été nécessaires pour sectionner les têtes. Pourtant, une fois encore, les corps sont recousus avec des sutures chirurgicales parfaites. Une vaste recherche est lancée pour retrouver Larry, mais il ne sera jamais retrouvé. 2 semaines plus tard, l'école ferme définitivement. Le campus reste abandonné pendant 25 ans. Lorsque l'école rouvre enfin, elle accueille cette fois des élèves préparant l'université. Lors de travaux d'aménagement près de l'ancien campement, du béton est coulé pour créer un canal d'irrigation. Le lendemain, une inscription est découverte gravée dans le ciment encore frais. Larry, changeur de tête. Et à côté, contre un arbre, repose une pelle tachée de sang. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce meuble ancien n'aurait jamais dû entrer chez nous. Nous avions trouvé la commode lors d'une vente de jardin. Elle était abîmée, cassée. Mais c'était un meuble des années 1920, et ma femme a insisté pour que nous la ramenions à la maison afin de la restaurer. Je n'y ai pas prêté grande attention, si ce n'est un détail étrange. La commode n'était pas à vendre. En réalité, elle nous a presque été imposée dès que les mots sont sortis de la bouche de ma femme ce jour-là. « Combien vous en voulez pour celle-ci » Très vite, l'ancien propriétaire nous aidait frénétiquement à charger ce mastodonte dans notre camionnette, balbutiant un rapide « merci » avant de se replier vers son stand. Nous avons trouvé cela un peu étrange, sans pour autant nous en inquiéter.
C'était juste un jeune homme bizarre. Ma femme se mit au travail avec acharnement et en moins d'une semaine, elle avait magnifiquement restauré notre nouveau meuble de chambre. Un week-end, elle m'a attiré dans le garage, les yeux bandés, et elle a retiré le tissu pour me présenter son œuvre. Les courbes étaient parfaites, le bois propre, brillant, impeccable, et les nouvelles poignées des tiroirs allaient à merveille. Je l'embrassai et lui dis qu'il n'y avait rien qu'elle ne sache pas réparer. Elle rougit et répondit « Oh, arrête !» en riant. Ce soir-là, elle était plus qu'enthousiaste à l'idée de monter la commode dans notre chambre. Nous la plaçâmes presque juste à côté du lit. En nous tenant dans l'embrasure de la porte, nous admirions la fraîcheur nouvelle qu'elle apportait à la pièce. C'était parfait. Cette nuit-là, juste avant de fermer les yeux et d'éteindre la lumière, je posai la tête contre celle de ma femme, déjà en train de ronfler doucement, et lui déposai un dernier baiser sur le bout du nez, comme je le faisais toujours. J'allais fermer les yeux quand je remarquai une forme dans les veines du bois, sur le côté de la commode. J'ai presque ri de moi-même, mais c'était indéniable. On aurait dit l'empreinte d'un pied. Je ne l'avais pas remarquée auparavant, mais maintenant elle sautait aux yeux. J'ai haussé les épaules, me disant que ce n'était rien, puis je me suis endormi profondément. Le matin, je fus réveillé par un cri déchirant. Un cri comme je n'en avais plus entendu depuis mon enfance, lorsque ma sœur était tombée d'un arbre et s'était déboîté l'épaule. Ce cri m'arracha au sommeil. Mes yeux parcoururent la pièce jusqu'à se poser sur ma femme, penchée en avant, tordue de douleur et de terreur. Je bondis hors du lit et me précipitai vers elle. Elle me montra son pied, les larmes aux yeux. Un énorme clou sortait du plancher, un clou que je n'avais jamais vu auparavant, et il lui avait transpercé le pied de part en part. Nous avons passé la journée à l'hôpital. Son pied fut bandé pour éviter toute infection, et on lui conseilla de rester au repos pendant plusieurs jours. C'était presque impossible. Depuis sa retraite, ma femme avait ouvert son propre service d'affûtage de scie et avait constamment des clients. Elle accepta la nouvelle à contre-cœur et dit qu'elle passerait quelques appels pour prévenir. Je passai mes mains dans ses cheveux et lui dis que bientôt tout irait mieux. La première nuit de retour à la maison, un orage me réveilla en plein milieu de la nuit. En ouvrant les yeux au-dessus de l'épaule de ma femme, je vis de nouveau le bois de la commode. Là où se trouvait la forme du pied, il y avait désormais une dent. J'ai pensé que mon esprit me jouait des tours, et je me suis rendormi. Le lendemain, je pris soin d'elle sans relâche. Lessive, vaisselle, repas, massage, journal. Elle appréciait énormément. Je lui préparai un déjeuner copieux, des pâtes Alfredo au poulet et des épinards, l'un de ses plats préférés. Puis je me rendis dans la salle de bain pour nettoyer. Ses cris ont résonné dans toute la maison. Mon cœur s'est emballé tandis que je courais dans le couloir. « Marie! Marie !» Je suis entré dans la chambre et j'ai découvert une scène horrible. Du sang partout, le plateau renversé, la nourriture éparpillée sur le sol. Elle tenait encore sa fourchette, mais dans son autre main se trouvaient 3 dents arrachées de l'avant de sa bouche. « Je n'ai jamais perdu une seule dent de toute ma vie !» me dit-elle tremblante. Elle posa les 3 dents sur la commode. Cette même commode. Je n'ai pas réussi à me calmer du reste de la journée. En fin d'après-midi, elle me demanda de l'aider à descendre sur le porche pour regarder le coucher du soleil. Elle me proposa de rester avec elle, mais je lui souris et lui répondis qu'elle devait profiter du calme, que je devais encore m'occuper de la maison. Dès que je l'ai laissée dehors, je suis monté en courant dans la chambre. J'ai inspecté la commode sous tous les angles. Aucun motif étrange, rien d'anormal. Pourtant, une angoisse profonde me nouait l'estomac. Alors,
j'ai pris un marteau. Et je l'ai détruite. Je n'ai pas arrêté de frapper avant qu'elle ne soit réduite à un amas de débris. Le soir, lorsque ma femme m'a demandé de l'aider à remonter se coucher, je me suis arrêté dans l'escalier, la voix tremblante. Il y a eu un accident avec la commode. Je lui ai raconté une longue histoire inventée. Une chauve-souris entrée par la fenêtre. La panique, le marteau, le meuble réduit en miettes. Elle n'a pas posé de questions, même si je voyais bien que cela la rendait triste. Arrivée dans la chambre, elle a voulu voir. J'ai ouvert la porte et j'ai poussé un cri. La commode était là, parfaitement intacte. Ma femme a éclaté de rire. « Pourquoi me faire une blague pareille ? Tu sais bien que j'adore cette commode. » Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas l'inquiéter. Elle était toute ma vie depuis notre mariage à 19 ans. Cette nuit-là, alors qu'elle parlait et que je regardais par-dessus son épaule, j'ai distingué une nouvelle forme dans le bois. Un cœur. J'ai su à cet instant ce qui allait arriver le lendemain. Et je savais que c'était la dernière nuit que je passerais avec ma femme. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une voiture blanche l'attendait sur une route totalement déserte. Dès l'instant où j'ai franchi le seuil de la maison, j'ai su que j'avais fait une erreur. J'entendais ma mère pleurer de l'autre côté de la porte d'entrée, et l'air glacial de cette nuit d'octobre me brûlait la peau exposée. Je venais de décider d'aller courir. C'est ce que je fais d'habitude pour me calmer quand je suis en colère. Ma mère et moi venions d'avoir une dispute assez violente à propos de mes notes. Et j'avais dit des choses que je n'aurais clairement pas dû dire. Je pensais qu'en partant un moment, ça nous laisserait à tous les deux le temps de nous calmer. Je me suis baissé pour refaire mes lacets et j'ai pris une grande inspiration. L'air froid me piquait la gorge en remplissant mes poumons. Et je me suis rendu compte à quel point j'avais soif. Malgré ça, je me suis relevé et je me suis élancé dans l'obscurité noire et épaisse de la nuit. Elle était particulièrement sombre. La lune semblait absente du ciel, et comme j'habitais sur une route de gravier isolée, il n'y avait aucun lampadaire. Je sais que courir la nuit sans lumière ni équipement réfléchissant est dangereux, mais l'alternative était de me faire hurler dessus, et je n'en pouvais plus. Arrivé au bout de l'allée, j'ai tourné à gauche sur Parallel Road, une route que je connaissais bien, et j'ai commencé à courir. Mes yeux s'étaient maintenant habitués à l'obscurité, et je pouvais voir assez loin devant moi. J'ai accéléré progressivement et trouvé un rythme rapide mais confortable. Le vent glacé me fouettait le visage, et je frissonnais. Impossible de me débarrasser de cette impression que quelque chose n'allait pas. J'avais dû me faire peur tout seul, car je sursautais au moindre mouvement. À un moment, une rafale a fait bouger la branche d'un arbre au loin. Je me suis convaincu que quelque chose m'attendait plus loin sur la route, mais en m'approchant, j'ai compris que mes visions de monstres n'étaient que des peurs enfantines. En continuant à courir, je repensais à ce qui avait mené à cette sortie nocturne. Et je me sentais de plus en plus mal à propos de ce que j'avais dit à ma mère avant de claquer la porte. Elle faisait de son mieux pour élever mon petit frère et moi. Mon père était parti en mission plus tôt ce mois-là. Et sans surprise, une grande partie de la joie de ma mère était partie avec lui. Mes pensées ont été interrompues lorsque j'ai aperçu 2 lumières au loin sur la route. C'est étrange. Parallel Road était quasiment déserte, à au moins 15 kilomètres de toute civilisation dans chaque direction. Et à 23h30, voir un signe de vie était vraiment inhabituel. En m'approchant, j'ai distingué une petite voiture blanche arrêtée au milieu de la route. Les phares étaient allumés, mais il n'y avait aucun signe de conducteur. Je l'ai fixé un moment,
Essayant de comprendre, puis j'ai simplement continué à courir. Après environ 1 kilomètre, j'ai ralenti. J'étais maintenant à 3 kilomètres de chez moi, et l'air glacial desséchait ma gorge. J'ai décidé de faire demi-tour. En repassant au bout d'1 kilomètre, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La voiture blanche avait disparu, mais ce n'était pas ça le pire. À l'endroit où elle se trouvait auparavant, une odeur atroce flottait dans l'air. Une odeur insoutenable, comme je n'en avais jamais senti. J'ai eu des hauts le cœur en courant, cherchant désespérément à m'éloigner de cette horreur. Une fois hors de la zone, j'ai remarqué autre chose. Plus loin sur la route, j'ai revu les mêmes deux lumières, mais cette fois, elles me faisaient face. Elles semblaient à nouveau immobiles. En m'approchant, j'ai vu que c'était bien la même voiture, identique à la première fois. Cette fois, cependant, j'ai distingué une silhouette noire sur le siège du conducteur. Elle ne bougeait pas. J'ai pensé qu'elle s'était endormie. J'ai décidé d'aller la réveiller. « Hé !» ai-je crié en m'approchant. Je me suis arrêté près de la fenêtre du conducteur, qui était ouverte. « Vous aviez laissé vos phares allumés. Je voulais juste savoir si vous avez besoin d'aide. » Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'oublierai jamais. La silhouette a tourné lentement la tête vers moi et a ouvert les yeux. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Les yeux qui me fixaient étaient entièrement rouges et semblaient briller dans l'obscurité de l'habitacle. La chose a ouvert la bouche et poussé un hurlement strident. Je me suis retourné et j'ai couru. Plus vite que je n'avais jamais couru. Mon cœur cognait comme s'il voulait sortir de ma poitrine, et ma respiration était totalement incontrôlable. Puis j'ai entendu le bruit des pneus. La voiture se retournait pour me faire face. Pris de panique, je me suis jeté dans les hautes herbes sur le bas-côté et j'ai atterri dans un fossé. J'ai à peine levé la tête, retenant mon souffle, tandis que les phares éclairaient la route juste devant moi. La chose me cherchait. La voiture a roulé lentement et a fini par passer sans me voir. Après un long moment, je me suis relevé et j'ai couru jusqu'à la maison. 12 minutes plus tard exactement, j'étais de retour. J'ai claqué la porte derrière moi et verrouillé toutes les entrées. La maison était sombre à part quelques lumières. Ma mère et mon frère dormaient sûrement. Tremblant encore, je me suis effondré sur mon lit. Juste avant de m'endormir, une lumière venue de l'extérieur a attiré mon regard. Une petite voiture blanche venait de se garer dans mon allée, juste devant ma fenêtre. Les phares se sont éteints. J'ai commencé à sangloter. Deux grands yeux rouges me fixaient depuis l'intérieur. La peur m'a paralysé, mais j'ai dû finir par m'endormir. Au matin, la voiture avait disparu. Soulagé, je me suis dit que tout cela n'était qu'un cauchemar. En me levant, j'ai remarqué que j'avais oublié d'éteindre la lumière de ma chambre. Je l'ai éteinte et je suis allé dans la cuisine. Ma mère m'y attendait, le visage grave. « Est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange pendant ta course hier soir ?» Elle m'a expliqué que la police avait retrouvé le corps d'un homme assassiné violemment, à 2 kilomètres de là. À côté du corps, un message écrit à l'encre rouge avait été retrouvé. Le message disait « Hé, vous aviez laissé vos lumières allumées. Je voulais juste savoir si vous aviez besoin d'aide. » N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je pensais que les cauchemars s'arrêtaient en grandissant. Les choses qui hantent le plus un homme ne sont généralement pas les choix qu'il a faits, mais plutôt ceux qu'il n'a jamais faits. J'ai vécu certains des pires enfers que vous pouvez imaginer.
9490 pour être exact. Chaque nuit, quand je m'allonge pour dormir, je prie toujours pour la même chose. Dormir sans rêve. Chaque nuit est exactement la même. Tout a commencé il y a 26 ans, quand j'avais 10 ans. La première fois que ce cauchemar s'est emparé de mon sommeil, je rentrais chez moi après la pire journée de ma vie. Mon père m'avait emmené dans un parc aquatique. Ce n'était pas grand-chose, juste quelques jets d'eau qui jaillissaient du sol pour que les enfants puissent courir dessous et se rafraîchir. On était pauvres quand j'étais enfant, et on n'avait jamais les moyens d'aller dans de grands parcs aquatiques. Mais ce petit espace avec des jets d'eau était toujours amusant. Enfin, jusqu'à ce jour-là. Je me souviens courir sous les jets, insouciant, profitant du soulagement que procurait l'eau fraîche sur ma peau brûlée par le soleil. Il y avait quelques autres enfants, mais je ne leur prêtais pas vraiment attention. J'ai toujours été un peu solitaire, même enfant. « Kyle, allez champion, il est temps de rentrer !» dit mon père depuis le banc un peu plus loin. « Oh, allez papa, encore un peu !» plaidai-je, sans remarquer la petite fille qui s'approchait de moi depuis l'autre côté. « 5 minutes de plus !» répondit-il en souriant. Quand je me retournai vers le jet d'eau, heureux d'avoir obtenu du temps supplémentaire pour m'amuser, je me retrouvai face à une petite fille à moins de 30 centimètres de moi. Mon cœur faillit sortir de ma poitrine quand je vis son visage. Il était en décomposition. Ses yeux enfoncés dans leurs orbites, entièrement blancs, et sa bouche grande ouverte. Elle me fixait, immobile, bouche béante, si près de moi que cela me semblait durer des heures. J'étais paralysé, incapable de bouger. Finalement, je réussis à parler. « Salut, je m'appelle Kyle. Comment tu t'appelles ?» La fillette inclina la tête sur le côté, comme un chien qui essaie de comprendre ce qu'on lui dit. Lâcha-t-elle dans un l'oral. Son souffle frappa mon visage. Il sentait la fumée et les cheveux brûlés. C'est à ce moment-là que je remarquai les brûlures sur ses bras et ses jambes, de longues marques noircies, de ses pieds jusqu'à sa taille. Par endroits, la peau pendait. Terrifié, je me retournai vers mon père, espérant qu'il voie la fillette et vienne me sauver. Mais il discutait avec la mère d'un autre enfant sans même regarder dans ma direction. Quand je me retournai à nouveau, la fillette avait disparu. Je courus vers mon père aussi vite que possible. « Alors, prêt à partir, mon grand ?» dit-il en souriant. Puis son expression changea en me voyant de près. « Bah, qu'est-ce qui ne va pas ?»« La fille près des jets d'eau, » répondis-je. « Elle est blessée, enfin, brûlée, enfin, je sais pas. » Il regarda vers le parc et me demanda « Quelle fille ? Je vois personne, Kyle. Allez, on rentre à la maison. Tu as certainement pris trop de soleil. » Je n'insistais pas. Peut-être qu'en effet j'avais tout imaginé. Sur le chemin du retour, je n'entendais rien de ce que disait mon père. Je ne cessais de regarder par-dessus mon épaule, cherchant la fillette. Il dut presque me pousser pour m'empêcher de foncer dans la portière ouverte. « Allez, champion, fais attention. Je peux pas payer une visite à l'hôpital si tu te cognes la tête. On reviendra jouer un autre jour, promis. » Le trajet sembla interminable. En arrivant à la maison, ma mère sortit pour nous accueillir. « Il est un peu secoué, trop de soleil, je pense, » dit mon père. « Mieux vaut le faire entrer et le rafraîchir. » Après le dîner, ma mère monta dans ma chambre pendant que je me préparais à dormir. Elle ferma la porte, ce qui était inhabituel. « Ton père m'a parlé du parc, mon grand. Qu'est-ce que tu as vu ?» Je lui racontai tout. Elle m'écouta sans m'interrompre. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, Kyle, et ça doit rester entre nous. Ton père ne doit pas être au courant. » Puis elle expliqua.
Nous venons d'une longue lignée de médiums. Ce que tu as vu était très certainement un présage. Ce n'est pas trop grave puisqu'elle ne t'a pas touché, mais ces présages ne sont jamais bons. Cette fillette est très certainement morte dans un incendie, et elle est venue à toi parce que tu attires les esprits. Elle m'avertit alors des phénomènes à venir. Lumière qui vacille, ombre, voix, et surtout les rêves. Ces rêves ont commencé cette nuit-là. Je rêve d'une maison en feu, au 322 James Street, et je suis pompier. Une fillette est piégée à l'étage, je la trouve, mais je n'arrive jamais à la sauver. Le toit s'effondre, les flammes nous engloutissent, et nous mourons. Et je me réveille toujours au même moment. Cela fait 26 ans que ça dure, le même rêve, le même présage chaque nuit. Et aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, j'entends l'alarme retentir dans la caserne. Incendie de structure. Tous les véhicules doivent répondre. Adresse 322 James Street. J'ai beaucoup aimé cette creepypasta. Ce texte raconte l'histoire d'un homme hanté par un même cauchemar depuis l'enfance. Le point clé, c'est que ce cauchemar n'est pas juste un mauvais rêve, il semble être lié à un événement réel à venir, comme une boucle inévitable. Quand il est enfant, Kyle voit la fillette brûler. À ce moment-là, il ne comprend pas ce qu'il voit et ne fait rien. Cette apparition devient alors un symbole de culpabilité inconsciente et de destin non accompli. La phrase du début est très importante. Ce qui hante le plus un homme, ce ne sont pas ses choix, mais ceux qu'il n'a jamais faits. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Et Kyle, lui, n'a rien choisi. Il a juste laissé passer. Il a laissé faire les choses. Puis sa mère lui explique qu'il attire les esprits. Mais au fond, cela sert surtout à installer une idée. Il est lié à cette fillette. Les rêves répétés montrent qu'il essaie, nuit après nuit, de réparer quelque chose, mais échoue toujours. Le chiffre précis des cauchemars renforce l'idée d'un cycle long, épuisant, obsessionnel pour Kyle. La fin révèle le piège. Kyle est devenu pompier. Le rêve n'était pas seulement un souvenir ou une vision, mais plutôt une prémonition. Et cette fois, ce n'est plus un rêve. L'alarme sonne, comme Kyle explique, et l'adresse est la même que celle de la maison de la petite fille. Il est enfin face au moment où il devra agir. Je pense que l'horreur du texte ne vient pas des flammes ou du fantôme, mais de cette idée glaçante. Kyle est peut-être condamné à revivre exactement ce qu'il n'a jamais pu changer, ou tout simplement à découvrir que le destin était écrit depuis son enfance. C'est une creepypasta sur la fatalité, la répétition et la peur de ne jamais pouvoir sauver ce qui compte vraiment. Et l'impuissance est l'un des pires sentiments qu'un humain peut ressentir. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le centre commercial près de chez moi. Le centre commercial près de chez moi est étrange. Les employés sont impolis et hostiles. Si vous oubliez de ramener un chariot, ils vous suivent jusqu'à votre voiture en vous criant dessus. L'autre jour, une employée m'a fait une sévère leçon parce que je n'avais pas présenté de ticket de caisse en essayant de sortir. « Vous devez montrer une preuve d'achat !» a-t-elle sifflé. « Vous êtes sérieuse ? Je ne me souviens pas de cette règle. »« Lisez le panneau, monsieur !» a-t-elle dit en pointant un minuscule avis. Heureusement, j'ai rebroussé chemin et retrouvé mon ticket dans l'aire de restauration. Quand je suis revenu, l'employé a reniflé « Ne l'oubliez plus jamais !» Elle a marqué mon reçu et m'a laissé sortir. Quelques jours plus tard, je suis retourné au même endroit. Je ne voulais pas vraiment y revenir, mais ma femme avait besoin d'un médicament précis contre la toux
et c'était le seul magasin qui le vendait. Je me suis garé près de l'entrée. Je suis entré rapidement et j'ai cherché les herbes et compléments. « Vous êtes perdu ?» a lancé une voix bourrue. Je me suis retourné et j'ai vu un employé chauve avec une vilaine cicatrice. Il m'observait avec un ressentiment tendu, comme si ma simple présence le dérangeait. Non. Tant mieux, parce que si vous vous perdez, je ne vous aiderai pas. » Il a pointé un chariot rempli d'articles à remettre en rayon. Je verrai approvisionner les étagères toute la journée. Je ne voulais pas revivre une autre rencontre grincheuse, alors je lui ai assuré que je savais où j'allais et je me suis dépêché vers le rayon herbes saisonnières. En m'agenouillant pour prendre le produit que je voulais, j'ai entendu des voix dérangeantes derrière moi. Pfff, ces humains sont tellement agaçants. Ouais, ne m'en parle pas. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et je me suis levé lentement, voyant le dos de 2 employés dans l'allée voisine. L'un était chauve, c'était l'homme chauve avec la cicatrice, et l'autre une femme mince aux cheveux roses avec d'énormes boucles d'oreilles. « Il ne faut qu'entrer ici et se plaindre, » dit la femme. « J'aimerais leur dire ce que je pense. »« Encore quelques heures et l'invasion sera déclarée, » dit l'homme chauve. « Infiltrer cette société a été tellement ennuyeux. Tu as vu ce que ces gens font avec les ressources qu'ils achètent ici? C'est dégoûtant. Ouais, ils ingèrent des objets par leur visage, puis ils les évacuent par les trous à l'arrière. C'est horrifiant. » À ce stade, j'étais confus. De quoi parlaient-ils? Ils étaient drogués? Ou ils se moquaient de moi? Je me suis précipité vers les caisses. Quand je suis arrivé dans la file, un grand employé couvert de boutons éclatants m'a accueilli. « Vous avez trouvé ce qu'il vous fallait ?»« Ouais, merci. » J'entendais encore l'homme et la femme bavarder au rayon des herbes. Ils ne baissaient pas la voix. Au contraire, ils parlaient de plus en plus fort. « Ça fera 30 $, dit le grand employé me ramenant à la réalité. « Oui, d'accord, merci. » J'ai payé, puis je suis sorti. J'étais sous le choc de cette étrange conversation. Je la repassais en boucle. Est-ce que c'était une blague? Est-ce qu'il répétait pour une sorte de scène de théâtre? Est-ce que ces employés se jouaient de moi? Plus j'y pensais, plus je me disais que ça devait être une farce. C'était la seule explication plausible. Je suis arrivé à ma voiture et j'ai démarré. En reculant, une paume charnue s'est écrasée contre ma vitre. C'était le grand employé. Son visage était collé contre le verre comme un anémone de mer dans un aquarium. Ses yeux étaient injectés de sang et exorbités, comme prêts à sortir de leurs orbites. « Excusez-moi, monsieur. »« Ouais ? Vous avez oublié quelque chose. » Il a levé une petite carte en plastique en gloussant. « Oh, c'est ma carte bancaire, quelle étourdie !» Ai-je souri maladroitement. Quand j'ai baissé la vitre pour la récupérer, le grand employé a passé la main à l'intérieur et saisi le volant. « Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez l'air gentil. » Ses yeux rouges sang me fixaient. « Ce sera tellement triste de voir ce qu'ils vont vous faire. »« Ce qu'ils vont me faire ? Qui ? À vous, à eux ?» Il a pointé les clients qui quittaient le magasin. « À tous ceux qui ne sont pas comme nous. » Les boutons sur son visage semblaient briller davantage. J'ai regardé attentivement et vu sa peau tressaillir par endroits. « S'il vous plaît, laissez-moi ou j'appelle la police. » « Quand les lumières commenceront à clignoter ce soir, » a-t-il sifflé, « ne sortez pas. » Il m'a rendu la carte et s'est éloigné. « Vous me remercierez, mon grand. » J'ai remonté la vitre et quitté le parking. J'ai appelé la police et raconté tout ce qui s'était passé. Mais quand ils sont arrivés, aucun employé ne correspondait à la description du grand homme. Je me suis couché épuisé et troublé, me demandant de quoi parlait-il. Quelques heures plus tard, ma femme m'a réveillé. « Hé bébé, il y a des lumières étranges dehors. » Je me suis précipité à la fenêtre. Effectivement,
Des couleurs vives descendaient du ciel et se déplaçaient dans différentes directions. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Personne ne sait. Ça a commencé à minuit et ça ne s'arrête pas, m'a expliqué ma femme. J'ai pris mon téléphone et cherché lumière clignotante. Certains articles parlaient de la Russie, d'autres d'extraterrestres. Dans tous les cas, les messages conseillaient de rester à l'intérieur. Quand les lumières commenceront, les mots du grand employé résonnaient dans ma tête. Ne sortez pas. C'est dingue, dit ma femme. Il me faut une meilleure vue. Elle s'est précipitée dans le couloir, et j'étais tellement distrait que j'ai à peine remarqué le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Non, attends! Je l'ai suivie, et j'ai failli m'évanouir en la voyant sortir. Ne fais pas ça, ne va pas dehors! Une lumière violette éclatante a frappé la maison et je l'ai entendu crier. J'ai couru vers la porte. Un tas de chair dégoulinante gisait devant moi. Les vêtements de ma femme grésillaient comme un steak brûlé. C'était comme si elle avait été vaporisée. Non, ça ne peut pas arriver. Rentre! La voix d'une femme a frappé mes oreilles. C'était ma voisine, m'appelant depuis la fenêtre de sa chambre en face. Les lumières, elles sont dangereuses! Je suis rentré en vitesse et j'ai fermé la porte. Ça ne pouvait pas être réel, ça ne pouvait pas. Ça devait être un rêve. Des cris horribles résonnaient. Les voisins étaient pulvérisés, tandis que les lumières balayaient notre quartier résidentiel, incinérant leurs cibles. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai regardé dehors, apercevant un étrange objet flottant dans le ciel. Il était sombre et avait la forme d'un château médiéval. D'étranges entités tournaient autour comme des mouches, et il se dirigeait vers moi. C'est une creepypasta dans la lignée des contes de la crypte, parce qu'elle part d'une situation banale, un centre commercial, des employés désagréables, pour glisser profondément vers l'horreur surnaturelle. Comme dans la série, le quotidien devient inquiétant. Petits détails étranges, dialogues dérangeants, menaces cachées, puis révélation brutale avec une invasion extraterrestre et une fin choquante. On retrouve la montée progressive du malaise, le twist macabre, l'ambiance cynique et cruelle et la fin tragique et spectaculaire. Bref, une horreur moderne qui transforme un lieu ordinaire en cauchemar total à la sauce des contes de la crypte, que j'adore. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce qui m'a suivi depuis le complexe concentrationnaire de Kaufering. L'humidité en Géorgie sent habituellement la pêche et le pain, mais dans ma chambre, ça sent les cheveux brûlés et la cendre humide. J'ai 84 ans, mes jambes sont fines comme des branches de bouleau, et mes yeux sont voilés par la cataracte, mais je les vois plus clairement que ma propre fille. Ils ne crient pas, c'est ça le pire. Ils se tiennent simplement dans les coins de la pièce, leur uniforme rayé pendant sur des cages thoraciques qui ressemblent à des cages à oiseaux. J'ai vu le garçon pour la première fois en 1946, 1 an après mon retour au pays avec la 101e division aéroportée. Il était assis au pied de mon lit, ses 2 yeux comme 2 puits creux d'encre noire. J'ai pensé que c'était le choc des obus. Je me suis dit que si j'épousais Rose et que je travaillais 40 ans dans la quincaillerie, le garçon finirait par disparaître. Au lieu de ça, il a amené des amis. Aujourd'hui, ils sont des dizaines. Ils encombrent le couloir. Quand je vais à la cuisine, je dois les traverser. Leur peau est froide et humide, comme du parchemin mouillé contre mes bras. Ils me suivent parce que j'étais là quand les grilles de Landsberg ont été enfoncées. J'ai vu les piles de bois de chauffage qui étaient en réalité des êtres humains. J'ai senti le ciel devenir gris sous la suie des fours. J'ai essayé de vous sauver. Je murmure à la femme près de ma commode.
Elle n'a plus de dents, plus d'ongles. On vous a donné nos rations, on a appelé les médecins. Elle me fixe seulement, la mâchoire décrochée dans un vide silencieux et éternel. Ces derniers temps, la hantise s'est intensifiée. La maison devient assez froide pour que je voie ma propre respiration, même sous la chaleur de juillet. Ma fille, Martha, pense que je perds la tête. « Papa, tu parles encore dans le vide !» dit-elle en posant un plateau avec du thé. Elle traverse l'homme aux lunettes brisées sans le voir. Il ne réagit même pas. « Ils ne partiront pas, Martha !» Je râle. Ils veulent quelque chose. Ils attendent depuis 60 ans que je leur donne. Je sens la culpabilité comme une pierre dans mon ventre. J'ai vécu. J'ai mangé des gros steaks. J'ai payé un crédit immobilier. J'ai eu des petits-enfants. Eux ont eu un fossé et un numéro. J'ai passé ma vie à croire qu'ils me hantaient parce que je n'avais pas fait assez. Parce que j'ai été témoin d'un monde sans Dieu et que j'y ai survécu. Mais ce soir, l'air est plus épais que d'habitude. L'odeur de cendre est suffocante. Le garçon, le premier, grimpe au bord de mon matelas. Sa main, rien que des os sous une peau grise, se tend vers moi. Je suis désolé. Je sanglote, les larmes brûlant mes joues ridées. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu vous sortir tous à temps. Mais les vrais ennemis, ce sont les nazis. Pour la première fois en 60 ans, le garçon parle. Sa voix n'est pas un murmure, c'est une vibration dans ma moelle. Ce n'est pas nous qui t'avons suivi chez toi, Arthur. Mon cœur s'arrête presque. Je regarde au-delà du garçon, vers la porte de la chambre. La foule de prisonniers, les affamés, les brisés, les fantômes que je croyais mes bourreaux, se déplacent soudain. Ils ne me regardent pas avec haine, ils regardent la porte avec terreur. Ils ne me hantent pas, ils me protègent. Depuis l'ombre du couloir, une autre silhouette émerge, plus grande, manteau gris charbon, tête de mort argentée au revers. Son visage est un masque poli de cruauté, et il tient un luger lourd d'où coule un sang éthéré. L'officier SS entre dans la lumière de ma lampe de chevet. Je me souviens de lui. Je me souviens du sous-sol de ce village. Je me souviens de la façon dont il a supplié pour sa putain de vie, avant que je perde mon sang-froid et presse le canon contre sa tempe, après qu'il s'était déjà rendu. Les fantômes des survivants du camp joignent leurs bras translucides, formant un mur entre mon lit et l'homme au manteau gris. « Tu nous as sauvés à la grille », murmure le garçon, ses yeux creux enfin adoucis. « Alors nous restons. Il attend que tu meures depuis le jour où tu as appuyé sur la détente. Nous nous assurons simplement que quand tu passeras de l'autre côté, il ne puisse pas t'attraper. » L'officier se jette en avant, mais la femme sans dents le repousse avec une fureur silencieuse et juste. Je ferme les yeux. L'odeur de cendre s'efface, remplacée par la douce odeur d'une pêche de Géorgie. Ce texte n'est pas simplement une histoire de fantômes, c'est une histoire sur la culpabilité, la mémoire et la justice. Au début, on pense assister à un récit classique de traumatisme de guerre. Arthur, ancien soldat ayant participé à la libération d'un camp de concentration en Allemagne, voit depuis 60 ans les prisonniers morts autour de lui. Ils envahissent sa maison, remplissent les couloirs et le fixent en silence. Tout semble indiquer qu'il est hanté par ce qu'il a vu et surtout par ce qu'il n'a pas pu empêcher. Il porte en lui ce qu'on appelle la culpabilité du survivant. Il a vécu, il a eu une famille, un travail, des repas chauds, une vie longue. Eux ont eu un numéro, une fosse, la cendre. Ils pensent qu'ils sont là pour lui rappeler qu'il n'a pas fait assez, qu'il aurait dû sauver plus de monde, que survivre alors que tant d'autres sont morts est presque une faute. Mais le récit bascule dans les dernières lignes. Les fantômes ne le regardent pas avec haine,
Il regarde derrière lui avec peur. Ce ne sont pas eux qui le hantent, ils le protègent. Le véritable spectre est l'officier SS qu'Arthur a exécuté après sa reddition. C'est là que se trouve la fracture morale du texte. Arthur n'est pas seulement un libérateur, il est aussi un homme qui, dans un moment de rage ou de justice brutale, a franchi une ligne. Il dit lui-même qu'il a perdu son âme en appuyant sur la détente, ou plutôt son sang-froid comme il dit. L'histoire suggère alors quelque chose de profond. Les victimes qu'il croyait être des juges sont en réalité ses gardiens. Parce qu'il a ouvert les grilles, parce qu'il a essayé, parce qu'il leur a donné des rations, parce qu'il a été du côté de l'humanité quand le monde ne l'était plus. Le mal, lui, attend dans l'ombre. Pas pour le punir d'avoir survécu, mais pour réclamer la part de violence qu'il a portée en lui ce jour-là. Ainsi, ce n'est pas une histoire de maison hantée, c'est une creepypasta de conscience hantée. Et au moment de la mort, la question n'est plus « les morts vont-ils me juger ?» mais plutôt « qui viendra me chercher ?» La dernière odeur, la pêche de Géorgie, suggère une paix possible. Comme si, malgré tout, les actes de compassion avaient plus de poids que le moment où il a sombré. Ce texte parle de guerre, oui, mais surtout, il parle de la possibilité d'être protégé par ceux qu'on a essayé de sauver, même si on n'a pas pu tous les sauver.